Bonjour Colline Serrault. Bonjour. Bienvenue à la radio du cinéma. Alors, ce que je ressens en épluchant un petit peu votre vie, c'est que dès jeune, en fait, vous avez la curiosité d'un peu tout. Et à 10-11 ans, vous commencez à faire de l'écriture. Oui, bien même avant, oui. Bon, autant dire que c'est quand même pas des habitudes d'enfant de manière générale. Non, mais j'étais musicienne au départ. Moi, j'ai eu une formation de musicienne très très solide. J'étais organiste, j'ai fait de la guitare classique, du piano, j'étais organiste. J'ai fait le Conservatoire national supérieur de Paris à la rue de Madrid en histoire de l'art et en histoire de la musique et en esthétique. Donc c'était ça ma première formation. Et puis évidemment, comme ma mère était écrivain à l'agrégé de lettres et qu'elle dirigeait une collection littéraire très pointue et que mon père était un metteur en scène qui a pratiquement découvert tous les auteurs qui ont compté après-guerre, comme Beckett, Ionesco, Arrabal, Césaire et bien d'autres, j'étais plongée tout le temps dans la littérature et le théâtre. J'allais au théâtre pratiquement à partir de 10-11 ans, tous les 2 soirs avec ma mère parce qu'elle avait des invitations pour les générales. Donc j'ai vu absolument tous les spectacles qui ont compté à partir des années, des années 57-60, quoi. On ne parlait à la maison que littérature, théâtre, cinéma, peinture, enfin c'était des artistes. Comment ça démarre de manière un petit peu plus professionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Colline Serrault va se lancer? Je lisais beaucoup, j'allais énormément au cinéma, mais très tôt. J'allais à la cinémathèque, c'était 1 franc à l'époque, à la cinémathèque. Et puis j'étais pas très loin de la rue des Écoles et tout ça, et j'allais tout le temps au cinéma. Je séchais les cours pour aller au cinéma, et j'étais un rat de cinémathèque, et je bouquinais, et je connaissais, j'aimais la peinture, la musique. Tout ça, c'est une espèce de flot, de rivière qui était tout le temps alimentée. Et donc, après les études de musique, j'ai décidé de rentrer dans une école de théâtre, à la rue Blanche, où je suis rentrée. Après, c'était mai 68, on a tout envoyé péter. Et puis j'ai commencé à travailler, quoi. Et puis là, très très jeune, mon premier scénario, je l'ai écrit, j'avais 20 ans. Et puis c'est Bertuccelli qui l'a tourné. Ça s'appelait On s'est trompé d'histoire d'amour avec Francis Perrin, où je jouais le rôle principal. Là, j'ai appris le cinéma, parce que j'ai jamais quitté le plateau. J'ai tout appris, tous les métiers. Pendant les pauses, je m'exerçais avec les manivelles pour faire des 8 sur un mur qu'on m'avait mis, sur une mire. Et là, je savais que je voulais faire du cinéma, mais je voulais aussi faire de la musique. J'ai jamais rien abandonné, ni écrire. Donc j'ai écrit mon premier scénario, c'est là, voilà. Et puis après, ça a continué. J'ai fait mais qu'est-ce qu'elles veulent, pourquoi pas, on s'est trompé. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, et tous ces films-là, voilà, ça s'est fait comme ça. C'était une espèce de continuation de toute une démarche qui était déjà en route depuis mon enfance, en fait. Oui, quelque part, c'était un peu écrit, au contraire. Moi, je pense. Oui. Le cinéma, pour moi, ce qui était important, c'est que ça mélangeait tous les arts que je connaissais. Il y avait l'écriture, la direction d'acteur, le montage, le rythme, la musique. La musique, c'est pas seulement la musique, c'est le rythme du comique, c'est le rythme, quand vous dirigez un acteur, c'est l'oreille, qu'une intonation soit juste ou pas, et au quart de ton près. Et tout ce que la littérature, la culture, l'histoire aussi, l'histoire du monde, la politique. J'étais passionné de politique. Chez nous, ils étaient résistants, on était très très politisés. Et donc, si vous voulez, dans ce métier-là, le métier du cinéma convergeait tout ce que j'aimais. Et la photo, je faisais beaucoup de photos aussi. Mon père m'avait offert un Nikon. Je pouvais, avec le cinéma, rassembler tout ce qui était ma culture. C'est ça. Le florilège de toutes vos curiosités, de vos connaissances finalement, en fait, venait se synthétiser dans cet art majeur qu'est le cinéma. Oui. On va quand même parler du cirque, du trapèze. Vous êtes une touche à tout quand même. Ah non, je ne suis pas touche à tout. C'est parce que touche à tout, ça fait comme si on faisait des petites choses à moitié. Non, j'ai été professionnelle dans le cirque. J'ai été professionnelle dans tout. J'aime pas qu'on dise touche à tout. Je voulais aussi être comédienne et j'ai été comédienne toute ma vie. Que ce soit dans les pièces de Brecht ou les miennes, ou de Shakespeare, enfin j'ai joué toute ma vie. Et pour pouvoir jouer et faire tout ce que je faisais, il fallait que je sois une athlète. Mais moi, l'athlétisme, ça me branchait pas. J'aimais que les disciplines artistiques. Donc je suis allée vers le cirque parce que c'était à la fois un entraînement du corps et une discipline artistique. Et le trapèze, j'étais douée pour, voilà. Et le trapèze, ça peut être ennuyeux, ou ça peut être beau, ça peut être émouvant ou ça peut être glaçant.
C'est un art, l'art du cirque. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre les arts. Et il n'y a même pas de différence. Un artiste n'est pas mieux qu'un type qui vous rend heureux dans un bar pendant une demi-heure. Pas plus, pas moins. Moi, j'aime pas les hiérarchies. Voilà. On ne peut pas garder sous silence, évidemment, quand on revient un peu au cinéma. On est en 1985, évidemment, 3 hommes et un couffin. Mais le cheminement pour y parvenir, ça a été quand même un panier de crabes considérable. Ah oui. Et qu'en gros, il n'y a aucun acteur qui voulait faire ce film. Ah non, il n'y avait aucun acteur qui voulait faire ce film. Et qu'à la finale, Et vous savez pourquoi? Alors ça, vous allez nous l'expliquer. Parce que tout simplement, à cette époque-là, en 85 ou 84, quand on préparait le film, le fait de s'occuper d'un bébé pour un homme, pour un acteur homme, c'était déchoir. C'était perdre son sex-appeal, c'était perdre toute crédibilité de séduction auprès d'une femme, c'est n'importe quoi. Ils avaient un flair incroyable, les mecs, mais ils étaient tellement... Alors il y en a 3 qui ont bien voulu faire le film, ils sont dans le film. Ben voilà, on peut les reciter pour anecdote. Tous les autres ont refusé, je peux vous le dire, tous. Eh ben, il y a Roland Giraud qui est absolument génial, Michel Boujna et puis André Dussolier. Voilà. Qui sont donc tous ça, les 3 formidables. Qui s'est terminé quand même par 12 millions d'entrées, ce qui est quand même juste exceptionnel, évidemment. Ça, c'est en salle la première fois, mais si vous comptez tout après... Oui, c'est un succès incroyable. Mondial même, oui. Enfin, je ne veux pas me vanter, mais je veux dire... Non, bien sûr. Ça a été d'ailleurs adapté aux États-Unis, en fait. On ne peut pas le réduire à 12 millions, parce que c'est repassé 50 000 fois à la télé, dans toutes les chaînes, partout. Enfin, je veux dire, et je ne le prends pas personnellement pour moi seulement, c'est un phénomène. J'ai touché là, et c'est ce que je veux faire dans la vie, un grand phénomène de société, c'est-à-dire la transformation du patriarcat. Et tout d'un coup, la possibilité pour les humains, pour les hommes, d'exprimer leur féminité quelque part, c'est-à-dire le côté non pas paternaliste mais paternel, ça a libéré quelque chose. Et ça libère encore. Changer, modifier un peu une certaine forme. Pas un peu. Oui, en profondeur. Non, oui, non, pas un peu. J'aime pas les trucs qui diminuent les choses. Bon, très bien. Touche à tout un peu, non. Bon. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle, c'est devenu une pièce de théâtre en 2018. Oui, et puis là, on l'a adapté, je l'ai adapté avec mon fils, et qui est un très très bon auteur. Et on peut donner son prénom? Oui, il s'appelle Samuel Tazinage. Et on a aussi adapté ensemble La Crise, de manière à ce que... Parce qu'un film, ça passe, les costumes passent, les choses... Quoique, bon, pour l'instant, il semblerait que ça ne soit pas encore démodé. Mais si c'est une pièce, si c'est un texte, les gens pourront s'en emparer pendant des siècles. Oui. Donc c'est une manière de pérenniser le concept. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait des... Et puis en plus, on les a adaptés de manière à ce que ça puisse se jouer avec 7 ou 8 personnes. Parce que évidemment, un casting de film, c'est pas le même... Tout à fait. Voilà. Un film dure, mais il peut ne pas durer toujours. Un texte durera toujours. Évidemment, dans ce cheminement, il y a beaucoup de succès, un peu de toutes les, on va dire, de toutes les disciplines. En fait, le cinéma en est une, mais vous racontez que la musique est omniprésente. Et finalement, arrive à vous cette espèce de synthèse, on peut l'appeler comme ça, cette synthèse qui est cette pièce, ce seul en scène en fait. Vous nous tenez la main, vous nous accompagnez quelque part dans votre propre vie avec des anecdotes vraiment truculentes. Et ça, évidemment, c'est un bonbon, on ne peut pas appeler ça autrement. Et vous évoquez, vous égratignez même certaines structures, la religion en prend pour son grade, etc. Je ne veux pas spoiler toute la pièce, mais donnez-nous quand même quelques petits balisages à certains moments comme ça où on va parler évidemment de cette réplique de Maria Pacôme dans le film Le Cirque en fait, etc. Voilà, il y a plein de choses. Par quoi on pourrait commencer pour faire que les gens aient envie de venir vous voir? Alors il faut commencer par que je raconte aussi les échecs, les trucs ratés. Ça c'est vraiment très comique. Je pense que la première chose, c'est qu'ils vont beaucoup rire. Ça c'est vrai. Et c'est 1h15 de rire non-stop. Non-stop, pratiquement. Je suis d'accord, ouais. Et ça, si vous voulez, c'est pas fréquent. C'est pas facile. Et ça fait du bien en ce moment. Donc le spectacle est là, c'est pas pour moi que je le fais. C'est vraiment pour les gens. Et ça a toujours été mon but, c'est de les rendre heureux, quoi.
et d'égratigner, oui, des trucs, de dire des choses, mais Tout est fait avec bienveillance. sensibilité et bienveillance. Oui. Voilà. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai voulu jouer au théâtre. Toute ma vie, j'ai joué des années au théâtre de la Porte Saint-Martin, partout. Les spectacles que j'ai écrits, d'autres spectacles, des tournées qui duraient 8 mois à l'époque. Parce que c'est là que j'apprends. Un film, vous faites 3 ans de boulot, un film. Quand ça sort, ben, vous ne pouvez plus rien y faire. Enfin, maintenant, je fais des projections avant pour voir où ça rit pas, etc. Mais en gros, c'est fini. Tandis que le théâtre, vous pouvez tous les jours changer. C'est du Tous les spectacle jours. vivant. Oui, et tous les jours, vous apprenez. Et vous apprenez qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, à quel rythme, comment. C'est très artisanal. Et en même temps, derrière chaque intonation qui passe, il y a toute une sociologie. Il faut l'analyser. Voilà, c'est un truc passionnant, c'est la vie passionnante. Et c'est le public qui vous donne ça. Donc le public vous donne des armes pour comprendre le monde, le comprendre et lui parler. Et ça, c'est le comique qui fait ça. Quand vous êtes dans une tragédie, tout le monde dort dans son fauteuil, mais... mais dans le comique, on a tout de suite le retour, et le retour est à la fois heureux et fait un plaisir fou, mais aussi un sujet d'apprentissage. Alors, ce qu'il y a de drôle, Colline, c'est que à un moment donné, vous jugez votre propre public en parlant du public du vendredi, en parlant le public. Bon, je ne veux pas spoiler parce que c'est très drôle, mais pas. en fait, et voilà, il y a les publics du vendredi, du samedi et du dimanche. C'est qu'à force, j'avoue que c'est absolument, c'est hilarant. Ça, c'est vraiment hilarant. Et en plus, à chaque fois, et c'est ça qui est vraiment votre force, je trouve que c'est ciselé. Et il y a un côté un peu chirurgical dans la vanne qui fait qu'en fait c'est drôle, même si vous parlez des gens qui sont en face de vous, ils se sentent dans l'obligation de rire parce que c'est tellement précis et vous rentrez tellement en fait dans l'anecdote mais qui les concerne directement que du coup on est obligé de rire. Oui. Et on rit de bon cœur. Moi, là, il n'y a rien d'appris par cœur, moi. Hein. C'est improvisé. On le sent. Le jour où je suis moins bien, je le ressens tout de suite parce qu'il rit moins. Donc le soir, j'analyse et je me dis, ça, il ne faut pas que tu le fasses comme ça, il faut que là, tu affaiblis là-dessus, etc. Donc il y a toute une démarche d'analyse aussi le soir après les spectacles. Parce que quand on... Alors, vous savez, c'est ce que dit Georges Sand. Quand le public, il est bonne patte, on lui donne de la verroterie, il trouve ça pas mal, il applaudit. Mais le jour où il voit arriver un diamant, c'est autre chose. La verroterie n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que tout ce qu'on donne soit du diamant, ça soit la meilleure facture possible, la meilleure manière de parler possible, la meilleure manière de les atteindre et de discuter avec eux. Parce que c'est un dialogue, c'est pas un truc où moi j'ai pas raison, j'en sais rien. Je veux dire, moi ce qui m'amuse, c'est pas de raconter ma vie, c'est de raconter à eux et comment ils me répondent. C'est ça qui est amusant. Alors dans ce dossier de presse, j'ai appris une information qui est quand même un peu intime et très personnelle, c'est qu'en fait vous êtes une consommatrice de drogue, mais une consommatrice de drogue dont finalement en fait vous voulez consommer activement, qui est le rire du public. C'est une Oui, belle drogue, alors j'ai 2 drogues. Moi j'ai Jean-Sébastien Bach. Parce que quand vous n'aimez plus Schubert? Si, bien sûr, mais quand il y a une petite retombée de morale, hop, je me mets au piano, je joue des chorales de Bach ou le clavecin vient tempéré. Et là, tout va bien. C'est vraiment une drogue dure, ça. Et puis le public, oui, le rire. Bah oui, mais ça, je ne suis pas la seule. Hein. Tous les humoristes, on est drogués à ça. Ben oui, ouais. Parce que c'est ce qui nous donne notre... C'est le bon point, c'est ce qui permet de dire « je sers à quelque chose ». Oui, et c'est pas seulement, comment dire, pour l'ego, c'est parce qu'on a une communication tout d'un coup. Bien sûr. C'est pas l'ego, c'est tout d'un coup on est avec les gens. Parmi les curiosités que j'ai découvertes en m'intéressant de plus près à vous, c'est votre intérêt, l'intérêt que vous portez au hip-hop. Ah oui. Alors ça j'ai trouvé ça incroyable. Oh, puis ça fait des années, hein. Mais ça, je veux bien qu'on échange là-dessus parce que vous portiez un intérêt et que je partage évidemment avec vous, cette expression corporelle, je la trouve particulièrement expressive et émouvante. Oui, et puis c'est pas seulement une expression corporelle, c'est la révolution totale du langage chorégraphique et c'est le grand langage chorégraphique du XXe siècle. Avant qu'ils aient inventé le hip-hop et qu'ils aient fait le hip-hop, on était toujours plus ou moins sur le même langage chorégraphique classique, transformé, avec beaucoup de chorégraphes contemporains vachement bien, mais ce qui a vraiment révolutionné, et pourquoi ça a révolutionné, c'est ça qui est intéressant de savoir. Et puis moi je me suis intéressé vraiment depuis très très longtemps, c'est parce que ça venait
d'un vrai et d'un profond besoin. Ce n'était pas une académie pour pouvoir accéder à certains théâtres ou à un certain public. Non, ça venait. C'était dans les cités, dans les rues, quand vous prenez n'importe quelle population, dedans, il y a des danseurs. Parce qu'il y a tout. Je veux dire que les dons sont... Il y a des musiciens, il y a des danseurs, il y a des gens qui savent diriger une entreprise, il y en a qui sont des wagons, d'autres des locomotives. Chacun a un don. Et il y a des danseurs dans le tas. Et eux, ils n'avaient aucun moyen d'apprendre. Donc ils ont inventé leur langage. Mais qui part d'une nécessité, et surtout d'une nécessité vitale de faire ça du matin au soir. C'est-à-dire qu'ils étaient... À 8 heures, ils commençaient, à minuit et demi, à 2 heures du mat, ils dansaient toujours. C'était un besoin vital. Et aussi d'inventer, puisqu'ils n'avaient pas d'autre langage que celui qu'ils inventaient. Et en plus d'exprimer à travers ça leur souffrance et leur valeur aussi. Leur valeur de travail. Oui, un vrai message. Oui. Ah bah oui. Et puis et c'est très émouvant, parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on n'a jamais rien vu d'autre dans la danse. Et après, maintenant, tout le monde s'en inspire. Et puis c'est très bien. Et c'est une danse. À commencer par vous, puisque vous les avez moi, tout entre le temps. Guillemets, mis en scène à plusieurs déjà, reprises. Dans ma pièce qui s'appelait Le Salon d'été, à l'Opéra, bien sûr. Et c'est comme j'ai toujours fait aussi des chœurs dans les spectacles que je faisais. Mais vraiment, le hip-hop, c'est une danse que j'admire beaucoup. J'ai même aidé quelquefois les Wanted. Ils m'appelaient Tata Colline parce que... Mais j'avais regardé leurs trucs, je leur avais dit 2-3 trucs, mais je ne suis pas du tout... je suis beaucoup moins forte qu'eux. Ils sont formidables. Et vraiment, j'admire beaucoup parce que c'est des artistes très profondément travailleurs. Des athlètes aussi. Des athlètes. Oui. Pour revenir au trapèze. C'est pour ça que ça que je les ai mis avec le cirque, parce que les circassiens, c'est aussi des bosseurs, mais je peux vous dire qu'ils ne faisaient pas le figure à côté des circassiens, c'était plutôt l'inverse. Ouais. Ils sont très, très, très forts, ils sont très virtuoses. Donc, j'ai toujours admiré ça et admiré aussi cette créativité qui vient socialement d'une population qui n'est pas forcément privilégiée, mais qui est privilégiée dans son talent. On dit qu'en fait, c'est un peu l'art de la rue, d'une certaine façon. Ça, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, mais ça a été au tout départ à New York, en fait, c'est un peu comme ça que les choses qualifiaient, que les gens qualifiaient les choses. Oui, mais quand vous prenez... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas vrai du tout. C'est beaucoup plus que ça, parce que c'est aussi une expression de tout un peuple. Bien sûr. Et vous savez, Beethoven, Mozart, Schubert, où est-ce qu'ils ont pris leurs inspirations? Où est-ce qu'ils ont pris leurs inspirations pour ces grands thèmes extraordinaires? Dans les chansons populaires. C'est pareil. C'est le peuple qui nourrit la culture. Ouais. Oui, parce que lui, ça vient de ses besoins, de son expression et de se revendiquer, de se revendiquer quelque part. De ses souffrances. De ses souffrances, voilà. Oui. Ouais. Mais l'art est nourri par la souffrance et par l'envie d'en parler et de la dépasser. Oui. Non, c'est une très belle phrase, Colline, c'est vrai. L'art se nourrit de la souffrance. Et la souffrance et de la dépasser. Attention, parce que autrement on tombe dans le truc où on va taper tous les artistes pour qu'ils fassent des trucs bien. Non. Bon, non. Alors vous avez aussi une écharpe verte autour du cou. Il faut qu'on parle un peu de ce côté un peu écolo. Vous l'évoquez brièvement. Vous dites un peu. J'essaye d'être dans la nuance. Oui. Non, alors c'est que maintenant les écolos, c'est devenu, c'est un peu tarte à la crème. Et puis surtout, oui, il y a très très longtemps que je me suis intéressée à ça, déjà avec La Belle Verte. Et ça faisait longtemps, mais même déjà dans Trois hommes et un couffin, la manière dont je parle, dans la façon dont il faut nourrir les enfants ou pas, dont on parle de la médecine et tout ça, même déjà dans la crise. Et puis j'ai fait La Belle Verte, c'était je ne sais plus dans quelles années, 95, un truc comme ça, je sais. Quand dans la crise aussi, je parlais, il y avait les deux gosses qui disaient qu'il fallait arrêter de manger des trucs comme... Voilà. Et en 2010, j'ai fait Solution locale pour un désordre global, qui est vraiment, pour moi, d'autant plus j'en suis très fière parce que c'est pas moi qui parle, c'est des gens que j'ai interviewés partout dans le monde, et c'est vraiment un manuel d'explication de comment on a détruit la Terre. Après, comment on la répare, c'est les politiques qui devraient s'en occuper, ils s'en occupent pas du tout. Mais bon, y compris les écolos d'ailleurs, ils remettent des loups, mais la Terre est toujours aussi morte. Enfin, bon.
il y a des inondations parce qu'il y a des semelles de labour qui font que le sol est complètement bétonné et ça emporte toute la terre arable, mais on dit c'est la pluie. Non, c'est ces pratiques agricoles qui font que maintenant beaucoup de zones sont inondées et inondables. Mais bon, et donc mais ça, c'est pas seulement l'écologie, c'est une démarche politique. C'est-à-dire que derrière cette mutilation de la terre et cette totale indifférence à la maladie des hommes, parce que là, les cancers, c'est exponentiel, il y a un système politique qui veut ça, qui organise ça, qui est le capitalisme financier, et derrière, vous avez le patriarcat, qui s'en fout complètement de détruire la mère ou les enfants, puisque ça lui appartient, et la terre, c'est la mère. Donc il y a tout un système de guerre à la terre qui a commencé après la guerre mondiale, où on a transformé les tanks en tracteurs qui labourent et qui tuent la terre, on a transformé les gaz de combat en pesticides et on a transformé les explosifs, les nitrates en fertilisants pour la terre, ce qui fait que ça a tué complètement. C'est ça dont il faut parler en premier, c'est que c'est un système politique, c'est un système même, je dirais, idéologique, dont la racine est de s'approprier et de tuer. Tant que ça n'est pas attaqué au tréfonds, à la base, il n'y aura pas d'écologie. Bon, voilà qui est dit, c'est un message de fond. Est-ce qu'au quotidien, vous imposez, vous cuisinez, vous faites attention à... Je ne parle pas de mon quotidien, je ne parle pas de moi perso. Ah, bon, d'accord. Bon, parce que le côté, moi je fais ci, moi je fais ça, non. J'ai des leçons à donner à personne. Oui, je comprends. Et les gens sont... vous savez que là, maintenant, les gens sont... pratiquement, mais beaucoup plus que simplement les gens pas riches, oui, à savoir s'ils vont s'éclairer ou se chauffer. Oui, je suis d'accord. Ou s'ils vont acheter des courses, ou ils vont manger que du pain avec du beurre. Donc, oui. La situation est grave. Très. Et donc, moi, j'ai pas de leçon à donner aux gens. Ils se dépatouillent comme ils peuvent, et ils se dépatouillent avec douleur et difficulté. On va parler aussi d'une partie qui est assez drôle dans ce spectacle. Vous parlez du développement personnel. Et je rêverais en fait de croiser cette journaliste qui s'appelle Nati. J'aime beaucoup ce personnage. Ah oui. Alors on va pas spoiler parce qu'évidemment on pourrait en parler des heures, mais juste quand même, donnez-nous quand même 2-3 truffes là parce que c'est vraiment, c'est extraordinaire. Là j'avoue que ce passage-là m'a fait beaucoup rire. Oui, et en même temps c'est tellement la vie. Et c'est ça en fait votre force, c'est que vous faites toujours le petit pas de côté qui, sans vulgarité, fait quand même la lumière sur des réalités. Des gens vivent, conçoivent leur quotidien de cette manière-là, et quelque part, vous faites un effet de zoom sur cette situation, évidemment qui prête à sourire quand on n'est pas concerné, beaucoup moins quand on l'est, mais en même temps, tout ça est très drôle et très truculent. Tous ces gens qui prônent la paix, le truc machin, le développement personnel, tout ça, en général d'ailleurs c'est commandé par des mecs les femmes sont là pour payer et pour se taire en gros, et tout ça c'est des histoires de fric en fait. Bon. Et moi je pense, j'ai eu envie de me foutre de la gueule de ça. Je crois que c'est assez réussi. Oui, parce que eux, ils habitent dans les châteaux, là, tous ces gens qui font des conférences très bien payées, puis les autres, ils sont dans les baraquements, et là, des fois, ça pue, quoi. Ouais. On n'en dira pas plus. Bon, très bien. Alors, il y a aussi, on a moins évoqué ça, mais la musique est omniprésente, on l'a évoqué brièvement, mais vous dirigez un chœur. Ça fait 18 ans, oui, que je dirige un chœur qui est... Mais j'ai une formation musicale, j'ai tout le temps, dans tous mes spectacles, il y avait des chœurs et tout ça. Ça a été une activité, et c'est toujours, parce qu'on donne beaucoup de concerts encore, on est plus que 5 par moment, et des fois 2 maintenant, on donne beaucoup de concerts, je chante dans des concerts, on a cet été 28 concerts, et ça marche très très bien, et il y a aussi une philosophie derrière ça, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de concerts dans mon pays qui est la Drôme. Alors juste une petite aparté, mon rédacteur en chef, qui s'appelle Patrice Caillé, que je salue, réside à Romans-sur-Isère. Ah oui, il est de la Drôme aussi. Et voilà, il est drômois. Oui, oui. On a chanté à Romans aussi. Donc on fait une espèce de travail de culture, mais en même temps c'est un spectacle, parce que moi je présente les œuvres de manière drôle, de manière émouvante, et ça fait 18 ans qu'on fait là on a l'année d'avant 52 concerts. Parce qu'il y a aussi un déficit de politique culturelle réellement
de décentralisation, à part dans les Dans le grandes... milieu rural, vous voulez dire, en général? Oui, mais dans le milieu de la province est totalement abandonnée en France. Alors vous avez des gros festivals bourrés de fric, où ne vont que les gens friqués, et puis, mais la soif de chef-d'œuvre, nous on chante Mozart, Handel, Bach, Schubert, Monteverdi, des choses comme ça, et des chants de Géorgie aussi, que les gens adorent, mais c'est pas de la variété qu'on fait, hein. On est des professionnels classiques. Les gens adorent, quand c'est bon, quand c'est présenté avec humilité, et quand c'est avec humour aussi, humilité c'est le même mot, les gens adorent, les gens aiment les chefs-d'œuvre, les gens s'amusent, sont heureux. C'est pas du tout... il faut arrêter avec l'élitisme. Donc ça fait 18 ans qu'on a cette action sociale, militante et musicale. Voilà. Et maintenant, on fait beaucoup de concerts à deux aussi. Alors si vous voulez savoir où sont nos concerts, quand sont nos concerts, c'est sur le site La Chorale du Delta. Il y a une petite tradition à la radio du cinéma. On arrive donc au terme de cet entretien et je vais vous demander votre film préféré, votre musique de film préférée, et j'ai une idée pour la réplique. Vous allez nous faire un petit cadeau aux auditeurs de la radio du cinéma. Donc votre film, je sais qu'il y en a plein, je sais que vous m'avez dit que vous ne vouliez pas pénaliser tout ce que vous n'auriez pas choisi. Néanmoins, on peut appeler ça un petit coup de cœur, quelque chose, une attention de l'instant. Pas petit. Voilà. Petit, ça vaut. Il ne faut pas minimiser les choses. La nuance n'est pas de mise. Non, mais moi, je ne dis jamais de mal des films de mes collègues. Tous les films, passés, présents et futurs, sont formidables. Je sais trop ce que c'est que de faire un film, c'est pas à moi de juger les films. Dès que vous distinguez quelque chose, dès que vous donnez un prix, dès que vous faites des Césars, les machins, les trucs, et pourtant j'en ai reçu des Césars et des Molières. Meilleur scénario, on peut rappeler ça, oui, évidemment. Vous fabriquez des perdants. J'ai horreur de cette société qui fabrique des perdants. Tout le monde est doué pour quelque chose, tout le monde a sa place, avec ses compétences, il suffit de les chercher aussi, que quelqu'un les cherche, les trouve, parce que tout le monde est compétent dans quelque chose et tout le monde est important. Donc, cette espèce de fabrique de perdants, je déteste ça. Alors, si je dis ce film-là, ces trucs, alors tous les autres, c'est pas bien. Alors non, mais c'est vrai que moi j'ai été très influencée, profondément influencée depuis toujours par Chaplin. C'est vraiment ma référence absolue, et particulièrement, je pense, Limelight. C'est vraiment ça qui est un des films qui m'a le plus bouleversé. Et Lubitsch. Lubitsch, To Be or Not To Be. C'est vraiment un des films qui m'a le plus vraiment bouleversé aussi parce que politiquement c'est formidable. I can't tell you how happy I am to breathe the air of the Gestapo again. Et puis Some Like It Hot aussi. Certains l'aiment chaud parce que moi c'est trois chefs-d'œuvre parce que c'est une écriture magnifique. C'est toujours aussi politique, l'air de rien. C'est quand même des gens qui réfléchissent sur la société. Et c'est toujours avec bienveillance et humour. C'est vraiment, pour moi, ces trois-là, c'est les plus grands, quoi. Est-ce que vous avez eu la chance dans votre vie de le croiser, Charlie Chaplin? Non, mais j'ai beaucoup travaillé avec son petit-fils, James Thierry. Son nom? James Thierry. James Thierry. Oui. D'accord. Beaucoup. Depuis des années, quand il était tout jeune, je l'ai engagé au théâtre, on a fait des cirques ensemble, on a fait... à l'opéra, je l'ai engagé aussi quand j'ai fait des mises en scène d'opéra. Et il est très incarné de son grand-père Bon, ben non, mais il fait sa propre carrière qui est assez brillante, lui tout seul. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup des qualités de son grand-père, physiquement particulièrement. Et puis on a été ensemble visiter la maison de son grand-père en Suisse, qui est devenu maintenant un musée, qui est très très bien d'ailleurs. C'est vraiment, pour moi... Aussi, il a inventé un langage, il s'est permis de faire 360 prises. J'adore les mecs qui font 360 prises, c'est mon rêve. J'en fais beaucoup. Hein. Ah. Donc, oui, voilà. Il y a une anecdote en fin de spectacle qui est très très drôle sur 3 hommes et un couffin, évidemment. Pareil, on ne va pas spoiler, mais c'est extrêmement drôle. Oui, voilà.
Alors on parle aussi de musique avec vous, forcément, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous avez un tout petit coup de cœur de l'instant, là tout de suite, une musique qui vous vient en tête comme ça, un peu, ou que vous avez constamment en tête, peut-être quand vous allez moins bien, ou quand vous avez envie que la pièce soit un peu plus fleurie, hop, une petite sonorité qui vous vient en tête? Quand vous voulez dire musique de film? Non, pas musique de film. Pas nécessairement, non, évidemment, Oh, rattaché à un film, évidemment, puisque circonstanciellement parlant, on parle de cinéma. Mais voilà, il y a plein de grands compositeurs, vous en avez évoqué évidemment plusieurs. Oh ben moi c'est Bach et encore Bach et toujours Bach. Il y a un chœur que j'ai pas mis d'ailleurs dans mes films, que j'ai beaucoup dirigé avec ma chorale, qui s'appelle Erezai dir Gott, qui est dans l'oratorio de Noël et qui est une... Ce chœur-là, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Tellement il rend heureux. Et puis pour la réplique, j'ai une idée. Colline, vous allez, j'espère, jouer le jeu. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous offrir un petit morceau de la réplique de Maria Pacôme? Il y a aussi la réplique, vous m'avez demandé une réplique, oui. Et c'est « Nobody is perfect ». Ah, ça c'est vrai. Il y a plein de gens qui doivent la dire. Ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que... Ce qui est bien, c'est de la part dans cette réplique, c'est très, très, très profond. C'est-à-dire que, d'abord, il était juif et pas mal persécuté aussi. On reprécise le contexte, oui. En fait. Bah c'est la fin de Some Like It Hot, de quelqu'un, certains l'aiment chaud, il est amoureux fou d'une personne qui est un mec et qui s'est déguisé en femme. Et je trouve qu'en ce moment, c'est intéressant quand même bien sûr. de dire qu'il s'en fout de savoir si c'est... en noir et blanc, très contextualisé en fait. Et le milliardaire, on lui dit, mais il est tellement fou amoureux de cette femme-homme. Et elle lui dit, mais je ne suis pas qui j'ai menti, je ne sais pas qui vous pensez, etc. Je suis un homme. Et lui, impassible, dit, nobody's perfect, personne n'est parfait. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est pas grave, quoi. Mais non, ça n'a aucune importance parce que c'est son âme qu'il aime. Bien sûr. Il aime l'âme de cette personne. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut dire à propos de la sexualité, c'est pas, on ne tombe pas amoureux d'un sexe, on tombe amoureux d'une âme. Et quel que soit son sexe, quelle importance. Et donc, juste pour terminer, en fait, cette interview, Colline, faites-nous un petit cadeau, ce petit passage de la crise donc, de Maria Pacôme. Grand passage. Oui. Le grand passage. Décidément. Non, c'est simplement, voilà, Victor, le personnage principal joué par Vincent Lindon, le même jour, il perd sa femme et son boulot. Enfin, c'est-à-dire, elle s'en va et il perd son boulot. Donc, il n'est pas bien. Et bon, enfin, il y a toutes sortes de péripéties. Et à un moment, il va chez ses parents pour essayer d'avoir du réconfort. Et là, il tombe sur une ambiance assez lourde parce que son père lui dit « Mais ta mère a un amant ». Et donc, voilà, il est stupéfié et il commence à râler en disant « Mais enfin, mais t'es complètement dingue, maman, où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et moi, j'ai des problèmes, moi, je suis là pour que tu me consoles, quoi, en gros. Et elle lui dit « Alors écoute, Victor, tu arrêtes tout de suite, tu m'écoutes, hein, et tu te tais, ok? Alors, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de boulot, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous, mais comme de l'an 40, je m'en fous, mais j'en ai vraiment, vraiment rien à faire. Et alors, encore plus rigolo, les problèmes de ta sœur, je m'en fous, mais royalement. Et les problèmes de ton père, c'est pareil. Je m'en fous, mais totalement.